Au sommaire de cette édition, tentative de coup d'État dimanche dernier, on en parle toujours. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, parle d'une complicité interne. Nous en parlons dans cette édition. Et puis, en exclusivité, problématique de l'électrification de la cité de Mwanda. Nous en faisons le point dans le dossier de la rédaction avec l'équipe de Géopolis Télé de retour de la cité côtière dans la province du Congo central. C'était là les sommaires, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit en titre, la tentative du coup d'État de ce dimanche dans les premières heures par des assaillants menés par Christian Malanga et sa bande n'a pas encore livré toutes ses révélations à la question de savoir comment ces hommes majoritairement venus de l'extérieur sont entrés jusque dans la capitale. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, parle d'une complicité en interne. Fiston Oleko pour les détails. Le coup d'État manqué qui a marqué les esprits ce dimanche laisse plusieurs zones d'ombre. Dans la multitude des questions qui se posent dans l'opinion pour la compréhension parfaite de cet événement, il y a aussi la question de savoir comment ces hommes ont pu atteindre la ville de Kinshasa avec les armes. Peter Kazadi confirme qu'il y a une complicité en interne, mais c'est à la justice de le confirmer. C'est une question qui doit interpeller plus d'un Congolais parce que, vous savez, nous sommes assez infiltrés, que ces gens qui sont venus en réalité, qui ont traversé nos frontières à partir de l'Angola pour entrer jusque dans la province du Congo central. Donc, il y a quelque part, je dirais, une certaine complicité pour que ces gens entrent avec les armes. Les problèmes au niveau de l'infiltration dans toutes nos institutions n'est plus à démontrer. Nous savons qu'ils n'ont pas agi seuls. Il y a certainement des correspondants qui sont dans nos rangs quelque part et les enquêtes sont en train d'être menées pour identifier leurs complices afin que ceux-ci puissent être traduits devant les instances compétentes pour... voilà. Cette question de complicité pose les questions sur l'efficacité des services sensibles de l'État aux frontières qui ont en leur charge l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Pendant que les autorités de Kinshasa annoncent l'ouverture des enquêtes après que plusieurs hommes de ce groupe New Zaïre soient arrêtés et que leur leader Christian Malanga soit neutralisé par les forces de défense le dimanche. Peter Kazadi s'en remet aux conclusions de cette enquête en cours qui doit déterminer les responsabilités et identifier ces complicités évoquées. Et puis, au cours d'un point de presse qu'il a animé lundi 20 mai dernier, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, a rendu public le rapport d'audit sur les recettes judiciaires encadré par la Direction générale des recettes administratives domaniales, judiciaires et de participation DGRAD. Face au constat fait dans le cadre de cet audit, la Cour des comptes a pris des mesures que je vous propose de suivre. Des constatations faites par la Cour des comptes au cours de l'audit des recettes judiciaires. Il résulte des suites ci-après. 1. La poursuite devant la Chambre des disciplines budgétaires et financières de tous les auteurs de fautes de gestion relevées. En attendant, le premier président de la Cour des comptes adressera de référés aux autorités hiérarchiques des personnes mises en cause afin d'obtenir d'elles des sanctions disciplinaires conséquentes. 2. La transmission aux cours et tribunaux de l'ordre judiciaire des dossiers des infractions pénales relevées, notamment les cas de détournement des deniers publics et de faux et usage de faux. 3. Enfin, le lancement d'une mission d'audit sur les recettes judiciaires en province. Tous les ans, le 21 mai, la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement est organisée par l'UNESCO pour célébrer non seulement la richesse des cultures du monde, mais aussi le rôle essentiel du dialogue interculturel pour la paix et le développement durable. Selon l'UNESCO, 89% de tous les conflits actuels ont eu lieu dans des pays où le dialogue interculturel est faible. Pour forger une coopération efficace et maintenir la paix, le renforcement du dialogue interculturel doit être une priorité, mais qu'en pensent les opérateurs culturels et les amis de la culture? Réponse avec Dieudonné Boinali. Dans le cadre de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement,
il faudrait souligner que depuis la conférence mondiale sur les politiques culturelles de Mexico, fin juillet, début août 1982, il y a plus de 40 ans, les participants venus du monde entier ont reconnu qu'il n'y a ni culture supérieure ni culture inférieure, d'où la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Sur ce point, le Congo, notre pays, ne s'est pas encore réapproprié sa propre culture. On le voit ici et là, les intellectuels sont en train de scruter nos réalités au travers des lunettes des autres. Donc notre apport à cette diversité est presque nul parce que pendant des années, nous avons été déculturés. Donc c'est la raison pour laquelle notre voix ne porte pas loin, parce que nous sommes déculturés. Qu'est-ce que nous devrions faire? D'ailleurs, on le voit avant que d'arriver à ce que nous devrions faire. On le voit, la façon dont notre ministère de la Culture, la façon dont nos commissions culturelles occupent toujours la dernière place. Notre ministère de la Culture, depuis 1960, ça fait bientôt 64 ans, occupe la dernière place avec un budget de 0,16%. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce tel budget? Donc, si nous voulons demain que notre apport sur le plan culturel ait un sens, parce que un contenu, nous devrions tout à fait cessante revenir à nous-mêmes, à notre plan de vie. Nous ne manquons pas d'atouts. Quand vous regardez la plupart comment est-ce qu'on appelle, des musées de l'Occident, ont des millions d'œuvres d'art congolaises. Voilà la voie royale qui va nous amener vers notre propre culture. Qu'est-ce que la culture? Depuis le Mexico, la conférence mondiale sur les politiques culturelles, la culture a été définie comme un ensemble de valeurs immatérielles d'un peuple, matérialisées par l'art. Donc l'art est le fils aîné de la culture. C'est ainsi que nous disons, nous répétons à haute voix, nous soulignons en disant que si nous voulons réussir, eh ben, nous devons nous réapproprier notre art. Voilà, je l'avais dit en titre que nous allons parler en exclusivité de la problématique de l'électrification de la cité de Mwanda. Pour cela, nous avons Domomat qui était là pour le compte de Géopolis Télévision. Bonsoir Domomat. Bonsoir madame. Alors, vous venez au nom de Géopolis de Mwanda, cité côtière, mais qui baigne dans le noir, le soir, dans la tombée de la nuit, justement. Avant de suivre le reportage en grand format, pouvez-vous nous faire un petit résumé sur la situation de l'électrification qui hante cette cité depuis 2021? Alors, pour la petite histoire, ce que nous sommes en 2021, il faut bien retenir le date, nous sommes en 2021, le Congo est en phase de signer l'avenant numéro 9 avec Perenco, société d'exploitation minière. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, va prendre une décision inédite, du moins pour cette partie du territoire. C'est que le président va décider d'octroyer 10 millions de dollars à la cité côtière de Mwanda pour le financement de projets de développement, sur, bien entendu, les 65 millions que devrait payer la Perenco en termes de taxes. Et donc, suite à cela, il y aura 2 tables rondes à Mwanda, et le Mwandais vont décider, parmi les priorités des priorités, de faire en sorte que leur ville soit électrifiée. Et donc, dans la foulée, il sera mis en place une structure pour gérer justement ces 10 millions. Et là, nous sommes en 2022, il y aura création de la commission de gestion de fonds Mwanda en 2022. Mais ce n'est qu'en croire les gens qui gèrent cette structure, ce n'est qu'en 2023, au mois d'août, que finalement, les 10 millions vont débarquer dans leur caisse. Et dans l'entretemps, à Mwanda, la grogne monte déjà, puisque la promesse a été faite en 2021. En 2023, il n'y a toujours rien. Perenco avait s'était déjà quitté de son devoir bien avant. Et donc, c'est dans cette ambiance-là que l'on se retrouve aujourd'hui, où les gens sont devenus impatients, où les gens considèrent les choses comme si elles
traîner. Et donc, c'est cette frustration qui règne en ce moment au niveau de Mwanda, alors que du côté de la CGFM, ils disent travailler pour électrifier bientôt la cité côtière de Mwanda. Voilà, merci Domomat. Sans plus tarder, on va à présent prendre la route de Mwanda où une certaine colère s'est emparée de la population qui reproche à la commission de gestion de fonds de Mwanda de tout faire avec le fonds alloué pour les projets de développement, sauf ce qui était prioritaire, à savoir l'électrification de la ville. Suivez ce reportage. Que demande le peuple s'interrogea l'artiste musicien Félix Oazekwa dans une de ses célèbres chansons. À Mwanda, la réponse ne souffre de l'ombre d'aucun doute. À l'unanimité, le Mwandais réclame le courant électrique. C'est ainsi que lorsque le gouvernement congolais s'est décidé en 2022 d'octroyer 10 millions de dollars américains au territoire de Mwanda pour le financement des projets de développement à la suite de la signature de l'avenant numéro 9 avec la société d'exploitation pétrolière Perenco, la population de Mwanda a au cours d'une table ronde résolu de consacrer plus de 50% de ses fonds à l'électrification de la ville. Depuis lors, l'impatience semble avoir gagné du terrain. La population s'en prend à la commission de gestion des fonds de Mwanda au motif que cette structure chargée de la gestion des 10 millions et de l'exécution des projets traîne le pas. Aujourd'hui, la CGFM nous surprit avec des lampadaires, par-ci parler de lampadaires. Excusez-moi, un lampadaire ne fait et développer absolument rien. Personne ne peut préparer avec le lampadaire. Personne ne peut utiliser le lampadaire comme sa lumière dans la maison. Personne ne peut charger le téléphone avec le lampadaire. Ils savaient que nous faisons pression. Maintenant, pour essayer de dompter les gens, ils ont accepté des jeeps pour les chefs des secteurs. À la CGFM, on s'en défend. Pour son porte-parole, la structure met tout en œuvre pour réussir sa mission dans les délais. Elle fait cependant face à de nombreux défis, dont le premier a été le retard dans les décaissements de fonds. À ce jour ici, nous vous disons que nous attendons 300 tonnes de moellons, 250 tonnes de caillasses. C'est pour procéder à l'implantation des poteaux moyenne tension, comme nous avons déjà des habitacles déjà prêts. À l'intérieur, c'est déjà compartimenté. Là où il y aura des transfos, là où il y aura les systèmes de sécurité, là où il y aura les systèmes de sectionnement, tout ça, c'est déjà compartimenté. Et on va tirer. Nous avons pratiquement tout. Comment alors comprendre la forte pression qui pèse sur la CGFM? Ici, on a une explication toute faite. La CGFM est juste victime d'un complot. Du côté de la société civile, on nous renvoie aux paroles prononcées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son meeting de campagne en décembre 2023. La commission de gestion pour la fonds Mwanda, CGFM a ébisinga boye. A conteneur ezali Nanzela. D'ici le 20 décembre, courant et Kokota Awa na Mwanda. Alors, Toyokana dino nanga itoboyokana. Soki courant et quotité na décembre. À la CGFM, on parle encore de décembre et en précisant 2024. Autour de décembre 2024, nous pouvons pratiquement avoir l'électricité. Du côté des amis de Mwanda, on craint que la rue ne s'exprime. D'autant plus, le mandat de la CGFM touche déjà à son terme. D'ici 2 mois ou 3 mois, excusez-moi, donc à la fin du mois d'août, la mission de CGFM doit prendre fin. Et nous croyons que juste à la fin du mois d'août, nous allons voir les courants s'allumer ici à Mwanda. Mais faute de quoi la population va toujours se soulever. Plusieurs activités étaient prévues pour encore réclamer l'électrification de la cité de Mwanda à la demande de la présidence qui a envoyé une équipe d'audit la semaine du 13 au 17 mai 2024. Tout a été mis en pause. Si aucune assurance n'est donnée par la suite à la population, Mwanda serait en train de vivre le calme qui précède la tempête. Voilà, je reviens à vous dans mon mat. Lorsque nous avons plutôt suivi ce reportage. Alors, lorsque la commission de gestion de fonds de Mwanda, structure en charge de l'exécution de ce projet et bien d'autres, dit être au centre d'un complot, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Alors, vous avez suivi, il y a une forte pression qui est exercée sur la CGFM
bien avant notre arrivée, il y a eu des marches, des journées ville morte, et on en avait également prévu d'autres. Alors, lorsqu'on pose la question de savoir pourquoi une telle pression sur la CGFM, alors que lorsqu'on suit les déroulements de choses selon les dates que je vous ai données, cela peut laisser entendre que la CGFM agit dans les délais. Alors, eux, ils disent effectivement qu'ils font l'objet d'un complot de la part de 4 types de personnalités. Okay. Il y a d'abord des gens, ici on va les dire clairement, des notables, qui autrefois profitaient de la manne financière. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait signature d'un avenant, il y avait des notables à qui on donnait des dividendes. Et ces notables-là se répartissaient les dividendes de manière isolée et venaient investir à Kinshasa. Ce qui n'est plus le cas, parce que rappelez-vous, je vous ai dit que le chef de l'État, pour la signature de cet avenant numéro 9, avait pris une décision inédite qui a consisté à ce que l'on puisse octroyer 10 millions de dollars à la cité pour le financement des projets de développement. Et donc ça, c'est la première catégorie des gens qui mettraient la pression sur la CGFM, à les en croire. Il y a une deuxième catégorie de gens, ce sont ceux-là qui voudraient, d'après eux, se construire un discours politique pour se positionner dans l'avenir. Il y a enfin ceux-là qui auraient bien voulu travailler à la CGFM, puisque la CGFM, c'est quand même une structure aujourd'hui à Mwanda qui reflète une bonne santé et tout le monde pense qu'il y a également beaucoup de fonds qui sont distribués là en termes de salaire et consorts. Donc voilà ce qui justifie, selon eux, selon les gens de la CGFM, pourquoi ils sont au centre d'un complot. Il s'agit tout simplement des gens qui ne se sont pas retrouvés pour des intérêts égoïstes et qui veulent combattre le travail qu'ils sont en train d'abattre. Alors, comment expliquez-vous l'impatience de la population par rapport à ce projet et d'électrification de Mwanda? Alors, à ma compréhension, il y a tout simplement de la frustration. De la frustration, pourquoi? Il y a des causes antérieures et des causes plus récentes qui justifient cette frustration. J'en donne quelques-unes très rapidement. Lorsque vous êtes à Mwanda, c'est de là que part la route nationale numéro 1 du port des Bananas jusqu'à dépasser, à déboucher à Kinshasa et continuer. Alors, lorsque vous prenez cette route dans le sens inverse, c'est-à-dire de Kassangoulou jusqu'à Boma, c'est plus de 420 km, c'est plus ou moins électrifié. Tous ces tronçons sont plus ou moins électrifiés. Et lorsque vous arrivez à Mwanda, c'est le noir. C'est la raison qu'on peut donner, la première raison de cette frustration. La deuxième raison, c'est que Mwanda, c'est la seule ville, la seule terre, au fait, qui donne accès à l'océan. Et vous savez l'importance économique de l'océan. Et malheureusement, Mwanda est toujours dans le noir. Et aujourd'hui, vous le savez bien plus que moi, Mwanda est une cité pétrolière. Et la nuit venue, il y a ce constat malheureux que vous pouvez faire, c'est que lorsque vous êtes à Mwanda, vous pouvez regarder de l'autre côté et voir comment les villes angolaises sont illuminées. Elles aussi vivent de la rente pétrolière. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a une très grande frustration. Et pour les causes récentes, ce qu'on reproche un peu à la CGFM d'être consommatrice, assez consommatrice du budget et de ne pas faire justement, de ne pas s'attarder sur les priorités. La priorité, c'était l'électrification, mais aujourd'hui, la CGFM a commencé par donner des véhicules aux autorités de la cité, ce qui était quand même prévu dans leur cahier des charges, mais pour la population de Mwanda, ce n'était pas ça. Pour eux, pour elles plutôt, elles ne juraient que par l'électrification, et c'était donc ça qui devait être la priorité des priorités. Lorsque la CGFM commence à s'attarder sur d'autres choses, on a l'impression qu'il y a détournement, et donc voilà, tout ça va alimenter cette frustration et qui va pousser le Mwandais à davantage mettre de la pression sur cette structure. Voilà, donc moi, on aimerait savoir, justement, hormis ce problème d'électrification que vous venez d'évoquer, est-ce qu'il n'y a pas d'autres projets en cours d'exécution en ce moment-ci dans la ville de Mwanda, étant donné que la CGFM est justement là pour conduire justement cette cité dans la voie de développement. N'y a-t-il pas d'autres projets en cours, hormis justement cette question d'électrification qui pose problème?
Alors, on va dire que pour ce qui est des 10 millions de dollars, ce n'est pas assez d'argent. Une grande partie a été affectée justement à l'électrification de la ville. Et pour même être plus précis, il ne s'agit pas d'électrification comme telle, il s'agit d'établir un réseau d'électrification. Après, il faudra négocier avec Perenco pour que Perenco puisse donner du courant à ces réseaux. Donc, il faut quand même être précis par rapport à ça. Bien entendu, en aval, en amont, Perenco avait déjà donné son accord pour alimenter les réseaux qui est en train d'être mis en place par la commission de gestion de fonds de Mwanda. Alors, il y a aussi des petits projets pour financer les agriculteurs, etc. Mais ça, c'est dans le cadre des 10 millions. À côté de ça, il y a un très grand projet que tout le monde connaît, c'est la construction du port en eau profonde. Et je crois que dans les prochaines éditions de notre journal, nous reviendrons sur ces dossiers qui tiennent beaucoup de gens en haleine. Voilà, merci beaucoup, Don Momad. J'espère que vous avez passé un bon voyage. Vous avez aimé la ville de Mwanda? La ville de Mwanda, c'est une très belle ville, c'est une ville historique. De par son passé, c'était pratiquement la porte d'entrée et de sortie des colonialistes, de gens qui ont pratiqué l'esclavage. Ouais, on a notre île d'Egoré pratiquement à Mwanda, ce qui fait que c'est une ville vraiment, une cité à visiter. C'est donc une cité touristique, historique. Et malheureusement, c'est aussi une cité qui est plongée dans la pauvreté. Et Géopolis nous a concocté plusieurs dossiers sur Mwanda que vous aurez le droit de suivre en exclusivité, rien que sur Géopolis. Et cela va en même temps vous donner le goût de visiter la cité de Mwanda. Et en même temps, cela va vous révolter un tout petit peu dans le bon sens pour pousser tout le monde à donner en fait sa pierre à la construction de cet édifice qui est la cité de Mwanda. Voilà, merci beaucoup Don Momad. C'est moi qui vous remercie. Poursuivons avec l'actualité. La saison sèche est propice à l'apparition de certaines maladies. Il s'agit essentiellement des maladies qui touchent les voies respiratoires et celles qui affectent la peau. Selon les experts, elles peuvent être évitées en respectant quelques règles d'hygiène. Parmi ces maladies, nous citons l'asthme bronchite. À la question de savoir comment prévenir l'asthme bronchite, le docteur Igmaele, adjoint par Rachel Misenga, répond. Par rapport à l'asthme bronchique, nous devons d'abord comprendre ce que c'est l'asthme bronchique. Dans l'asthme bronchique, plutôt, nous assistons à une inflammation des bronches, à un rétrécissement, aussi une production excessive de muqueuses, plutôt. Alors, ce qui fait que ça peut rendre la vie difficile. Alors, comment on peut l'attraper? Quelles sont les causes? On peut l'attraper par des prédispositions génétiques. Quand je parle de prédispositions génétiques, ce sont des caractères hérédités qui sont dans les personnes, mais qui ont eu au moins une proportion assez faible, mais qui existent. Et nous pouvons l'attraper aussi par contact excessif avec ces allergènes qui sont les pollens, les poils d'animaux, certains facteurs environnementaux. Voilà les deux manières qui peuvent faire en sorte que quelqu'un soit atteint de l'asthme bronchique. Et maintenant, la personne qui fait l'asthme bronchique a maintenant une certaine hypersensibilité de cellules de bronches. Cette hypersensibilité fait que quand la personne est en contact avec son allergène naturel, il réagit de façon excessive. Cette réaction va faire cette inflammation des bronches, va faire le rétrécissement des bronches et aussi faire l'appel à la production des muqueuses. Ce qui va nous renvoyer maintenant au traitement. Donc, les traitements seraient lesquels nous aurons besoin de bronchodilatateurs naturellement. Ces bronchodilatateurs, parce que nous avons dit qu'il y a un rétrécissement des bronches, ces rétrécissements des bronches vont entraîner la réduction des calibres. Alors, le bronchodilatateur viendra dilater pour permettre à ce qu'il y ait fluidité dans les bronches. Et dans ces mêmes traitements, nous aurons aussi le corticoïde. Ces corticoïdes viendront parce que nous avons dit tout au départ qu'il y aura une réaction d'hypersensibilité aux allergènes. Donc, comme ça doit prendre une partie allergique, les corticoïdes viendront jouer à temporiser ces faits-là
d'allergie, donc comme les anti-allergiques. Et aussi, on peut jouer encore à d'autres traitements symptomatiques sur le tableau que ça peut donner, parce que ça peut donner aussi une fièvre. La personne peut prendre du paracétamol pour calmer la fièvre et aussi évoluer. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à l'asthme bronchique. De son évolution, nous savons que ça peut se résorber et puis ça finit, mais la personne est guérie. Et ça peut évoluer à une chronicité, c'est chronique et sa vie, et ça, pour certains, ça peut amener aussi à la mort pour ceux qui peuvent faire un syndrome de Mendelssohn pendant la crise de l'asthme bronchique. Donc, on peut assister à ces manifestations du genre. Donc, voilà ce que je peux vous dire par rapport. Allons au-delà de nos frontières avec la page internationale. Au Sénégal, 160 000 tonnes de noix de cajou sont produites en 2023 avec une valeur financière estimée à environ 95 milliards de francs CFA. Information fournie par l'interprofession cajou du Sénégal en marge de la semaine du 15 au 17 mai 2024 dédiée à ce secteur. Par rapport à la campagne 2022, la production a presque doublé, passant de 87 000 tonnes à 160 000 tonnes. La quantité de production est la significatif de l'industrie de la noix de cajou sur l'économie sénégalaise et met en évidence le potentiel de croissance et de développement de l'industrie. Suivez ce commentaire d'Edouard Fonda. Le Sénégal a enregistré une production record de 16 000 tonnes de noix de cajou en 2023 avec une valeur financière estimée à environ 95 milliards de francs CFA. Selon les données fournies le 17 mai 2024 par l'interprofession cajou du Sénégal, cette réalisation exceptionnelle dans la production de noix de cajou confirme le rôle important du Sénégal sur le marché international en tant que producteur majeur de ces fruits de coque. Ce succès remarquable de la production de noix de cajou et l'engagement continu des acteurs dans le développement de cette filière montre le potentiel promoteur du Sénégal dans le secteur agroalimentaire. Par rapport à la campagne 2022, la production a presque doublé, passant de 87 000 tonnes à 160 000 tonnes. Selon ICAS, les statistiques montrent la nécessité de développer davantage la filière de la noix de cajou qui fait vivre des milliers de familles en Casamance, au sud et dans d'autres régions du Sénégal. Selon les données de la Société d'aménagement agricole et des plantations d'Anacardier, plus de 70 à 80% des noix de cajou récoltées sont vendues à l'état brut et moins de 6% de la production locale est formée principalement pour le marché local des amandes. Par conséquent, le reste est considéré comme une perte après récolte et la destination est souvent inconnue. Cofinancé à hauteur de 66,55 millions d'euros par la Banque africaine de développement et le gouvernement du Congo, le projet de construction du data center national à Brazzaville vise à renforcer la souveraineté numérique de la République du Congo. À terme, ce nouveau data center va consacrer la souveraineté numérique du pays et de la sous-région d'Afrique centrale. Suivez. Le Congo est en passe d'être le seul pays d'Afrique centrale à disposer de son propre data center. Le pays va bientôt abriter un centre de stockage de données numériques à Brazzaville, la capitale, financé à hauteur de 66,55 millions d'euros, dont 52,47 millions d'euros de la Banque africaine de développement et 14,5 millions d'euros du gouvernement du Congo. Cette infrastructure a permis la pose d'un linéaire de plus de 600 km de fibres optiques sur les axes d'interconnexion avec le Cameroun et la République centrafricaine via le fleuve Congo. L'emploi de ce projet financé par la Banque africaine de développement ne vient que confirmer en fait comme ce dispositif de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection de données à caractère personnel, notamment la charte de Malabo en 2014 qui encourage tous les pays africains à avoir leur data center dans le domaine du numérique. Ce projet sera le centre névralgique de stockage et de traitement de toutes les données numériques du Congo. À terme, il va consacrer la souveraineté numérique de ce pays dont l'infrastructure numérique est limitée par le manque de moyens techniques et humains et contribuer à l'amélioration de la compétitivité de l'économie du Congo selon les initiateurs.
les données africaines sont externalisées, sont mis dans les data centers ou bien dans les lieux de stockage aux États-Unis, en Europe, au Canada. Et donc, on ne peut pas avoir ces richesses qui soient localisées sur d'autres territoires. Donc, il était important quand même pour les pays africains de ramener les données qu'ils traitent, les données les concernant leur population sur leur propre territoire et en ayant aussi ces centres de stockage que nous appelons les data centers. Et donc, ce n'est que dans ce cadre que je vois ce projet se concrétiser pour assurer cette souveraineté numérique au Congo. Dans le but d'accélérer la transformation numérique du Congo, le gouvernement s'est doté d'un programme dénommé Projet d'accélération de la transformation numérique du Congo, d'un coût d'environ 27 milliards de francs CFA. Celui-ci entre dans le cadre de sa stratégie Congo Digital 2025 qui met l'accent sur le e-citoyen, le e-gouvernement et le e-commerce. Une autre façon de vous informer, mesdames, messieurs, c'est avec la revue de presse. Bonsoir à tous et bienvenue à cette revue de presse. Au sommaire de journaux parus dans la ville de Kinshasa, c'est mardi 21 mai 2024. Info 27 titre. Kinshasa, après le coup d'état manqué, la vie reprend son rythme. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a repris son cours normal au lendemain de la tentative du coup d'état, a-t-on constaté sur place. Ces attaques ont été annoncées par un groupe d'hommes armés composé des Congolais et des étrangers, comme les résidents de hauts responsables du gouvernement et les palais de la nation, bureau du chef de l'État de la commune de la Gombe, où se trouvent les sièges des différentes institutions du pays et des organismes internationaux. Composés des Congolais et des étrangers, les groupes d'assaillants menés par Christian Malanga se sont attaqués vers 4h30 à la résidence du député Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre de l'économie, candidat au poste du président de l'Assemblée nationale au perchoir de l'Assemblée nationale pour le compte de l'Union sacrée de la nation, plateforme politique du pouvoir en place. Ils ont ensuite opéré en incursion au sein du palais de la nation, bureau du chef de l'État dans la commune de la Gombe. À Kinshasa, poursuit le journal, les marchés, les écoles, les universités, les terrasses, les églises, les banques et autres établissements ont fonctionné normalement au lendemain de cette tentative des coups d'État perpétrés par un groupe d'assaillants contre les résidences de hauts responsables du gouvernement et les palais de la nation, a écrit le journal. Tentative de coup d'État, la SADC salue la vigilance des services de sécurité. La communauté de développement de l'Afrique australe salue la bravoure des services de sécurité, notamment des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, qui ont arrêté les auteurs présumés du coup d'État avorté dimanche 19 mai à Kinshasa. Pour cette organisation africaine, l'armée a épargné les pays d'une escalade de violence. Dans un communiqué signé lundi 20 mai 2024, la SADC salue l'action de l'armée qui a, selon elle, mis fin à toute escalade qui aurait pu survenir à la suite de cet incident. L'organisation sous-régionale condamne dans les termes le plus fermes cette tentative de coup d'État survenue à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Forum des As titre, face à l'intox, le VPM en charge de l'intérieur rassure, aucune mesure de couvre-feu ni de bouclage n'a été décrétée. Une folle rumeur, écrit le journal largué dans les réseaux sociaux, a semé la panique hier dans la capitale. Elle faisait état de l'imminence d'une mesure officielle portant instauration d'un bouclage voire d'un couvre-feu au lendemain d'un coup d'État manqué le dimanche 19 mai dernier. La réaction des officiels ne s'est pas fait attendre. Aucune mesure de couvre-feu n'a été décrétée, que tout le monde va librement à ses occupations. Fin de cette revue de presse, au revoir. Mesdames, Messieurs, ce journal touche à sa fin, mais d'abord, je vais vous rappeler les différents titres.
Tentative de coup d'État dimanche dernier, on en parle toujours. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, parle d'une complicité interne. Vous l'avez suivi dans cette édition. Et puis, en exclusivité, problématique de l'électrification de la cité de Mwanda. Nous avons fait le point dans le dossier de la rédaction avec l'équipe de Géopolis Télé, de retour de la cité côtière de Mwanda, dans la province du Congo central. C'en est fini pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.